Bien, bonsoir à tous. On va attaquer cette conférence, deuxième conférence de l'année 2016. J'ai le plaisir d'inviter Laure Planchet, qu'on a connu à travers une de ses réalisations lors d'un voyage d'études avec des étudiants en 2012. On était en Bretagne et on a eu le plaisir de visiter ce projet-là. À Langueux, et sa collaboratrice qui nous faisait visiter nous avait dit on a semé la forêt pour ce chantier-là, et j'ai trouvé ça une idée absolument extraordinaire, quoi. C'est assez rare d'avoir des gens qui travaillent dans cette temporalité. Je connaissais que le travail de Sorensen en Suède, pour une université, qui avait semé effectivement des glands pour effectivement faire pousser des chênes. Il y a très peu de gens qui s'intéressent à cette question de la temporalité dans le projet sous cette forme un peu radicale, c'est-à-dire attendre effectivement que des graines germent et que ça pousse. Alors nous, on l'avait visité, les pins devaient faire 3,50 m, je pense autour de 3 m, 3,50 m. Et je me réjouis de voir des photos de l'état actuel. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je te remercie, Laure, et puis je te passe la parole. Bien, bonsoir à tous. En préambule, en fait, je voudrais vous rappeler mon plaisir de venir vous voir et surtout vous expliquer que fin janvier, je suis intervenue, j'ai fait une conférence au pavillon de l'Arsenal à Paris pour la Fédération française du paysage qui m'avait invitée. Et le titre de mon exposé était sur la question des mémoires dans le projet et de la temporalité, enfin, et même des temporalités. Et puis, en montant le diaporama, je me suis rendu compte que rien que les questions mémorielles occupent non seulement une place très importante dans notre société, mais aussi dans nos projets de paysage. Et je n'ai pas eu le temps de développer les questions de temporalité, ou de manière un peu brouillonne. Et donc, c'est à l'occasion de l'invitation donc à l'EPIA que ça m'offre la possibilité de développer donc ce second sujet. Alors j'ai compris qu'on avait un public à majorité étudiante, mais ça peut malgré tout intéresser certains professionnels. Et je vais développer certains aspects assez techniques du projet. Pourquoi tant la question des mémoires et que des temporalités dans le projet ? Je pense que ce sont deux thèmes qui sont vraiment très spécifiques à notre métier de paysagiste. Alors, je ne sais pas en Suisse comment est réglé le titre de paysagiste. Est-ce qu'on vous appelle architecte paysagiste ou paysagiste ? Mais sachez qu'en France, le titre de paysagiste concepteur, puisqu'on n'a pas le droit de s'appeler architecte paysagiste en France, sauf si on est à la fois architecte de formation et diplômé architecte et paysagiste, mais en France, ça fait moins d'un mois que le titre de paysagiste concepteur est reconnu par la loi. Alors, on existait bien avant, heureusement, mais pour revenir à ces deux thèmes récurrents dans notre métier, ça me semble vraiment important de les porter, et notamment pour vous, futurs professionnels, car nous sommes très souvent à cheval avec deux autres disciplines que sont les métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Et je pense que dans ces deux thèmes, il y a des choses vraiment qui sont très spécifiques à notre métier. Je dirais que souvent, architectes et urbanistes nous perçoivent comme les hommes verts, entre guillemets, du projet. Alors c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe, ne serait-ce que parce que nous ne sommes pas les spécialistes du végétal. Je dirais qu'un pépiniériste ou un jardinier sont beaucoup plus pointus que nous en la matière. Et donc, il nous faut chercher justement nos spécificités dans la manière de concevoir avec le vert, entre autres, parce que vous le savez tous, vous l'avez tous expérimenté, il n'y a pas que le vert dans le paysage. Je voudrais aussi rappeler, c'était dans le liminaire de l'affiche, qu'il ne peut y avoir de paysage que parce qu'il y a des hommes qui prennent plaisir à observer, façonner et idéaliser les territoires qu'ils habitent. Et là-dedans, en fait, dans le paysage, il y a une dimension donc physique, mais il y a une dimension culturelle et affective. Et je pense que le rôle du paysagiste, à travers les projets qu'il conçoit et dont il participe à la réalisation,
doit justement être un passeur. Alors c'est un mot un peu à la mode, mais en tout cas participer à la création ou la recréation d'un lien affectif avec le territoire. Alors, comme je vous l'ai dit, mon expérience est principalement tournée vers la maîtrise d'œuvre, et donc je vais plutôt expliciter mon propos à travers mon regard de maître d'œuvre, principalement sur des opérations que j'ai conçues et dont j'ai suivi les chantiers, et puis quelques observations, puisque vous le savez tous, on est des humains, enfin des professionnels très très observateurs. Je commencerai par le temps des études. Et je vous ai parlé donc de la question du réinvestissement ou de l'investissement affectif envers les lieux. Et je voudrais commencer par la question de la représentation du projet. Alors, je vous avoue, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Turner. Pourquoi j'ai choisi Turner et ces deux représentations? Car je voudrais rappeler aussi que dans la création de paysages, et là je reprendrai le concept qu'a développé Alain Roger, qui est un professeur d'esthétique qui enseigne à l'université de Clermont-Ferrand. Peut-être que certains d'entre vous, si vous vous êtes intéressés aux questions théoriques sur l'émergence du concept de paysage, vous avez pu lire ses écrits. Et donc Alain Roger parle de phénomène d'artialisation du paysage. Et dans sa thèse sur ce sujet, il s'est rendu compte que le paysage n'est pas est très rarement l'apanage des paysagistes, mais il s'est intéressé aux artistes qui avaient permis justement de faire émerger l'idée de paysage, de rendre les territoires en paysage à travers des exemples comme Chateaubriand, Turner ou autres artistes, qu'ils soient peintres ou bien écrivains. Et notamment en France en tout cas, jusqu'à ce que Chateaubriand décrive la mer déchaînée dans les tempêtes, notamment vers Saint-Malo en Bretagne, qui sont très spectaculaires. Personne n'allait au bord du littoral, c'était pas du tout prisé, c'était comme le territoire de montagne, hein. Ce soir je m'adresse plutôt à une majorité de montagnards, mais en tout cas les paysages de montagne et les paysages de bord de mer étaient des territoires perçus comme très hostiles, et donc du coup pas dignes d'intérêt autre que purement vivrier, économique, mais c'était pas un objet de tourisme. Et à travers la parole ou les représentations donc d'artistes, leur manière justement de représenter ces territoires les a fait basculer dans l'idée de paysage. Et après s'est développé justement le phénomène du tourisme, que ce soit au bord de la mer ou à la montagne. Et donc je trouve ça vraiment intéressant. Et vous, pour une majeure partie d'entre vous qui êtes étudiantes, vous apprenez ici à représenter, pour beaucoup, à concevoir des projets. Et la question de la représentation, elle est fondamentale pour l'instant, puisque vous n'avez pas encore les mains sur les chantiers. Et donc ça, c'est une part importante de notre métier. Alors, j'ai préféré vous montrer Turner parce que je suis pas forcément, contrairement à Christophe Vera-Parisien par exemple, qui est un très très bon dessinateur. Enfin, en tout cas, il l'était quand on était étudiant. Mais je voudrais vous faire part d'anecdotes plutôt intéressantes sur la question des arbres et évidemment la question de la représentation. La plupart du temps, on représente nos projets, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on va le représenter le jour de la réception du chantier, auquel cas on risque que notre projet ne plaise pas trop, à pleine maturité, et auquel cas ça va être très long de faire patienter notamment les élus, hein, surtout les maires, aux approches des élections, ils aimeraient bien que les arbres ils soient déjà adultes. Et éventuellement en phase intermédiaire. Alors c'est intéressant parce que très souvent en phase, on va dire, en début d'étude, on a tendance à représenter les arbres à leur état de maturité. Par contre, quand on en est au détail technique pour l'entrepreneur, dont on sait très bien que lui, l'enjeu c'est pas de voir un arbre à l'état adulte, mais de voir comment il va le planter. Là, on le représente de manière beaucoup plus fidèle à la réalité. Donc je trouve vraiment intéressant de voir ces questions qui se posent déjà à la fois quand on apprend et puis quand on est en situation professionnelle.
Et donc, je me suis rendu compte que si on représente les arbres à état adulte, ils font peur. Et j'enseigne la plupart du temps à des étudiants urbanistes. Et alors, quand ils me font des coupes pour me représenter les arbres qu'ils plantent éventuellement dans leur projet, ils me représentent des nains. Et alors, à chaque fois, je leur montre en exercice à essayer de représenter ce que ça va vouloir dire à état adulte. Et je leur montre très souvent ces deux silhouettes d'arbres. Alors le premier, ce magnifique pin de Monterey que j'ai photographié au détour d'une route en fin fond de la Bretagne. Donc on se rend compte, en fait, on a assez peu d'échelle hormis mon assistant de l'époque, mais cet arbre il fait déjà une grosse quinzaine de mètres, voire une vingtaine de mètres de haut. Et puis, un gros avantage quand l'arbre est en ville, c'est qu'il suffit de compter les étages et ça permet d'avoir la taille réelle de l'arbre, qui est ici, je crois, il y a 8 étages, donc 8 x 3, 24. Alors, je ne sais pas si les étages suisses sont plus grands ou aussi normalisés qu'en France, mais en gros, ça permet de se rendre compte que cet arbre fait à peu près 24-25 mètres de haut. Et si je demande à un étudiant de me dessiner cet arbre parce qu'il le trouve chouette dans une de ses coupes, il va de lui-même le rapetisser parce que la coupe lui fera peur. Et donc ça, c'est vraiment un constat qui, je pense, vous retrouvez aussi, vous, en tant qu'étudiant futur paysagiste. Vous avez des fois peur de représenter l'arbre tel qu'il sera à sa pleine maturité. Et c'est pourtant important, on le voit là quand ton arbre est planté très proche d'un bâtiment ou selon les contraintes de lieu, il se nanifie pas toujours de lui-même et il peut justement des fois soit gêner si on n'a pas pris en compte cet aspect-là. Pour information, je vous montre un petit croquis que j'avais dessiné dans le cadre d'un projet avec des arbres existants et des grands chênes. Et donc les élus ont eu peur, m'ont dit non, c'est pas possible, ces arbres ne sont pas aussi grands. La plupart du temps, quand je représente mes projets, je triche un peu, je les mets, on va dire, quasiment moitié de leur taille adulte pour faire moins peur. Donc sous cette forme, ce premier aspect par rapport aux études, je voudrais aborder la question du projet dans le projet. Justement, comment faire patienter. Alors, comment donner de la présence aux arbres lorsque le projet mettra du temps à s'installer. Laurent disait son expérience du parc du Grand Pré tout à l'heure, j'y reviendrai, mais entre le moment où on a semé et actuellement, donc quasiment 9 ans après, les arbres ont pris 6 mètres, donc de 0 à 6 mètres. Alors à 6 mètres, vous verrez, il commence à ressembler à un arbre, mais il faut arriver à faire patienter 6 ans dans le cadre de l'aménagement. Et donc, je dirais qu'une part de notre métier, j'ai parlé c'est le thème des temporalités, c'est aussi savoir apprendre aux autres à patienter. Alors, il faut savoir aussi être patient soi-même. Et pour ça, l'observation, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, quand on commence à observer, à mesurer, on se rend compte, en fait, que ça va beaucoup plus vite, finalement. Et puis, pour faire un parallèle avec l'écologie, c'est aussi savoir jouer avec les dynamiques naturelles, culturelles, pour atteindre, alors en parallèle avec l'écologie, un hypothétique, je dirais, état climax, où le projet serait arrivé à maturité. Alors, pourquoi je vous ai mis en attendant Godot? Justement parce que récemment, une paysagiste qui est également chercheur, Sonia Caravel, m'interrogeait sur la genèse du parc du Grand Pré. Et elle a comparé la pinède du Grand Pré à la pièce de Bertolt Brecht, donc En attendant Godot. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne référence sur le processus du projet. Donc justement, qu'est-ce qu'on fait en attendant Godot, en attendant donc la fameuse pinède. Alors pour ceux qui connaissent pas En attendant Godot, je vous fais un tout petit résumé. Donc c'est 2 vagabonds qui se retrouvent sur une route de campagne avec un arbre. Alors c'est intéressant parce que l'arbre, c'est le 3e acteur principal de la pièce, puisque au premier acte il est sans feuilles et au second il a des feuilles. Donc c'est intéressant en fait de voir que c'est l'arbre qui marque aussi la temporalité de la pièce.
Et donc, ils se rejoignent à la tombée de la nuit pour attendre le fameux Godot. Et cet homme, qui ne viendra jamais, leur a promis qu'il viendrait au rendez-vous, sans qu'on sache précisément ce qu'il est censé leur apporter. Mais il y a quelque chose de très important, c'est que Godot, il représente l'espoir de changement. Et pour vous tous, professionnels ou futurs, professionnels aguerris ou futurs professionnels, justement, on va vous missionner parce qu'il y a un espoir de changement, avec aussi quelques craintes, mais cet enjeu-là, il est fort. Et donc, en attendant le fameux Godot, les deux amis tentent de trouver des occupations, des distractions pour que le temps passe. Et donc, je me sens un peu comme ces deux vagabonds en attendant que le temps passe et que le projet arrive à maturité. J'essaye de développer justement des projets dans le projet pour jouer participer au spectacle en attendant le spectacle ultime, et notamment pour les arbres. Alors, la question, c'est quel truchement créer pour donner de la présence à des arbres en attendant leur pleine maturité et a fortiori, comme sur le parc du Grand Pré, quand ils sont semés. Et alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être trop jeunes, mais pour mémoire, dans les années 90, en France, dans la fin des années 80, oui, un des derniers chantiers du président François Mitterrand, ça a été la grande bibliothèque, qui est dans le 13e arrondissement de Paris. Et l'architecte de la très grande bibliothèque, donc Dominique Perrault, avait proposé d'avoir un jardin très singulier au centre en ayant une forêt. Et donc ce projet où on était encore étudiant, de mémoire, soit en fin d'études, soit tout jeune professionnel, avait été très médiatisé parce que Dominique Perrault, justement, il attendait pas Godot, il avait les moyens d'aller déplanter directement des arbres adultes dans une forêt entre Paris et la Normandie. Et donc, il plantait déjà des arbres adultes. Alors, il y avait l'exploit, justement, d'arriver à déplanter des vieillards et puis à faire en sorte, après, qu'ils ne meurent pas. Et donc... Donc voilà les arbres qui perdurent. Je crois qu'il y avait pas que des pins sylvestres, il y avait aussi quelques chênes. Mais alors les chênes, déjà c'est fragile quand c'est jeune, mais alors quand c'est âgé, c'est comme quand on met des vieillards en maison de retraite. En général, ils font pas long feu. Et donc voilà, disons que je pense aussi à un autre aménagement devant lequel je passe assez fréquemment. Alors là, c'est pas à Paris, c'est en Bretagne, à Rennes, un aménagement fait par un confrère. L'aménagement lui-même est très bien, mais plusieurs fois en passant sur cette plage, je me suis dit il y a un truc bizarre sur ces arbres. Et en fait, alors là, ce sont des arbres qui sont pas des arbres qui viennent d'une forêt, ce sont des arbres qui viennent de pépinières, donc c'est des très très gros sujets. Et plusieurs fois, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. On dirait, vous savez, des fois, on fait des perspectives, il y a des problèmes de proportion. Et en fait, je me suis rendu compte que ces arbres qui sont adultes, ces pins sylvestres, qu'on voit comme précédemment, qui est très caractéristique, avec le sommet très orangé, le problème, c'est qu'ils sont 2 à 3 fois moins grands que ceux de la TGB. Et pourtant, ils sont adultes. Et en fait, je me rends compte que souvent, dans les gros sujets de pépinière, en fait, on a des bonsaïs géants. Et donc ça pose quand même question parce que lorsque cet arbre est finalement déjà adulte, il va plus pousser et donc on aura un adulte nain, quoi. Et donc moi ça me pose question. Alors je sais qu'après Dominique Perrault a réédité l'exploit avec des pommiers qu'il est allé chercher dans un beau verger de Normandie. Et je pense justement, et c'est ça qui nous différencie vraiment de la plupart des architectes ou des urbanistes qui pensent le végétal et notamment l'arbre comme du mobilier, c'est-à-dire que il doit être déjà dans l'état de pleine maturité. Et que tout notre travail, c'est d'arriver à sensibiliser et à faire en sorte qu'on apprécie un arbre même quand il est jeune. Je fais souvent le parallèle auprès des élus. Je leur dis, mais si vous avez eu des enfants, quand vous avez eu vos enfants, ils n'étaient pas déjà adultes. Donc vous les aimiez quand ils étaient bébés. Vous les aimiez quand ils étaient un peu plus grands. Bon, quand ils étaient adolescents, c'était un peu difficile, mais vous les aimez aussi maintenant qu'ils sont adultes. Et donc, il faut aussi arriver
à trouver cet affectif, cet intérêt-là avec les arbres, quel que soit leur stade de maturité. Et en fait, je dirais que je n'ai pas eu le malheur d'être confrontée au bonsaï géant ou à la déportation forcée des arbres forestiers, pour la simple et bonne raison que j'ai toujours travaillé avec des budgets extrêmement contraints qui me permettaient pas du tout ce genre de fantaisie. Et alors du coup, j'en ai développé d'autres qui sont beaucoup plus proches en fait je dirais de mes observations de choses qu'on trouve en situation agricole, comme ici ce jeune, vous avez un premier rang de vignobles déjà adultes et en second des jeunes plantations de vignes qui peuvent avoir un effet très spectaculaire, même si elles donnent pas encore de raisins. Ou bien tout simplement des cultures qui peuvent être très spectaculaires, comme ici des champs de tulipes. Tellement spectaculaire que ça finit par devenir paysage. C'est-à-dire que les bulbiculteurs finissent par être obligés d'organiser le tourisme spontané qui se crée tellement ce territoire devient spectaculaire et accède au rang de paysage. Des observations fortuites. Ici, un tout petit aménagement dans un bourg où en fait l'entreprise qui doit planter en fait le terre-plein central en fait a attendu un peu longtemps et donc des colzas ont germé tout seuls dans la terre qui avait été amenée et finalement il y a une grande poésie aussi sur des choses qui peuvent être plus ou moins spontanées parce que ça personne ne l'a conçu ou dessiné et on se retrouve avec les 3 couleurs primaires. Moi je trouve ça très, très sympathique. De l'observation aussi de ce que font des confrères et là je rendrai hommage à Jacques Coulon. Je pense que je ne sais pas s'il enseigne toujours ici ou en tout cas il a, je pense, donné régulièrement des conférences dans cette école. J'ai travaillé assez souvent avec lui et on était allé un jour visiter un aménagement qu'il avait fait dans une très grosse zone industrielle au nord d'Amiens. Dans un secteur Céveso, donc extrêmement difficile, très pollué, avec un air lui aussi très vicié. Et il m'avait montré justement, lui aussi était confronté à des enjeux économiques. Et donc il avait planté des jeunes arbres parce qu'il savait qu'on était sur des terrains où c'était très difficile que la végétation reprenne. Et il avait donné de la présence en plantant dense et en mettant des tuteurs colorés pour déjà donner de la présence. Alors j'ai suivi son conseil et ceux de mes observations des vignobles. Et puis ici dans un parc aussi sur un terrain pollué mais à Chartres, où tout le budget, enfin la moitié du budget qui était déjà contraint est parti pour la dépollution des terres. Et donc j'ai planté jeune. Déjà parce que c'était là aussi mieux pour que les arbres s'installent, mais en donnant de la présence avec ce dispositif que vous voyez. Donc je trouve que c'est intéressant aussi d'aller chercher l'inspiration, que ce soit chez les agriculteurs, chez les forestiers, aussi dans le land art, qui donne, on voit pas trop les arbres, mais on sent une présence déjà verticale très forte. Une des premières choses sur laquelle j'ai travaillé, c'est la question du tutorage. Alors vous le voyez vous les avez vus précédemment avec un tuteur assez basique, mais j'ai simplement coloré. J'ai testé aussi des tuteurs blancs qui sont très réfléchissants. J'ai testé aussi des très très gros systèmes de tutorage, plus du haubanage. Et pour donner là aussi de la présence à des arbres. Alors c'est un projet sur une aire d'autoroute, pas très loin du Mont-Saint-Michel, entre Avranches et puis Caen. Et c'est un site qui fait 15 hectares et donc les quelques arbres plantés, c'était pas forcément évident dans les 15 hectares de leur donner de la présence. Et donc, alors c'est peut-être un péché de jeunesse, mais j'ai pris vraiment des très grosses sections de tutorage pour donner de la présence à ces arbres. Alors ça donne pas de l'ombrage dans les premiers temps, mais déjà ça permet de visualiser la structuration de l'espace. Et puis j'ai eu l'opportunité lorsque le parc du Grand Pré, lorsque j'ai conçu le parc du Grand Pré,
Il se trouvait que quelques mois auparavant, j'avais fait une étude pour les mytiliculteurs de la baie de Saint-Brieuc. Alors le parc du Grand Pré, c'est à côté de Saint-Brieuc. Il y a une baie qui est très grande et dans laquelle il y a des mytiliculteurs. Alors c'est les gens qui élèvent les moules. Et en fait, ils utilisent pour cultiver leurs moules dans la partie de l'estran de mer des pieux faits avec notamment du bois de chêne. Et c'est des jeunes taillis dont on garde l'écorce et les moules viennent se fixer sur l'écorce. Et il se trouve qu'au bout de plusieurs années passées en mer, entre le ressac, avec le sable, le sel, use progressivement la couche d'écorce et le tronc devient lisse et les moules n'arrivent plus à se fixer ou très mal sur le tronc lisse. Et donc les mytiliculteurs régulièrement renouvellent leur pieu de bouchot. Et il se trouve que ces pieux de bouchot usagés, comme ils ont passé plusieurs années en mer et que c'est du chêne, ça devient du très très bon bois d'œuvre. Il est naturellement donc durci. Il brûle très mal. Il brûle très mal et il sent mauvais. Donc en fait, eux, ça devient du rebut pour eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas l'utiliser dans les chaudières ni dans des méchouis ou autres. Et ils ont des tas qui s'accumulent dont ils savent pas quoi faire. Et quand j'ai eu à faire le parc du Grand Pré, qui était aussi un budget extrêmement contraint, puisqu'on était de l'ordre, on va dire, de 10 € du mètre carré, je me suis souvenue de ce travail que j'avais fait pour les mytiliculteurs, et je savais que j'avais des tas et des tas de bois qui en fait étaient très très bons pour faire des ouvrages, et dont ils savaient pas quoi faire pour se débarrasser. Et donc je suis retournée les voir et je leur ai demandé si je pourrais leur en prendre. Ils m'ont dit d'accord. Et quand ils m'ont demandé la quantité, donc ils étaient prêts à me les donner gratuitement, mais quand ils m'ont demandé la quantité, et quand j'ai demandé 4 à 5 000 pieux, là du coup ça a changé un peu la donne et ils me les ont vendus, ils m'ont vendu leurs déchets. Bon, à 1 € le pieu, ça allait, ça restait très raisonnable. Et donc j'ai testé ces pieux de bouchot sous différentes formes pour mes plantations d'arbres. Alors en protection en chasse-roue, ici sur un parking. Alors, on distingue quasiment pas, tous les arbres ne sont pas plantés. On voit, il y a des trous de réservation avec un tuteur un piquet pour marquer où est la fosse de plantation. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont plantés, mais comme c'est du 8-10 ou... Enfin, c'est un tout petit arbre. Non, vous voyez, c'est un baliveau de 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Donc, il se voit difficilement sur les photos. Et donc, ça donne déjà une présence et puis ça protège, comme c'est sur un espace de stationnement, donc ça protège des voitures. Un autre exemple, c'était donc, j'avais vendu au maire l'idée de semer une pinède. Alors, pas complètement semée. Au début, j'étais partie sur du jeune plant. Et comme je me rendais compte que même en jeune plant, c'était un peu cher, j'ai demandé à une consoeur, Agnès Sourisseau, dont on était ensemble à l'école. Et je savais, elle avait fait des expérimentations sur des talus SNCF, enfin pour la SNCF, de plantations forestières, une hybridation entre, on va dire, des plantations forestières, parce que le semis c'est assez souvent utilisé en foresterie, et en fait quasiment jamais dans nos pratiques sur des parcs publics. Et donc, elle m'a accompagnée dans la mise en œuvre technique de ces semis parce qu'on s'était rendu compte que les jeunes plants prévus initialement coûtaient encore trop cher, alors que le semis, justement, permettait d'être très compétitif. Et en lisière de ce projet de pinède, j'ai quand même planté quelques arbres, mais comme vous le voyez sur la coupe ici, les plus grands, ils faisaient 1,50 m à 1,75 m, donc à peine hauteur d'homme. Et puis les plus petits, ils faisaient 30 à 40 cm, donc fallait avoir quand même beaucoup d'imagination. Et donc, par contre, j'ai utilisé là un maximum de mes pieux de bouchot pour donner déjà une présence verticale qui permettait, donc on est sur l'allée structurante du parc, d'avoir déjà une présence verticale, déjà du bois, même s'il est mort, mais avec mes jeunes arbres,
mes jeunes arbres qui poussent, alors j'arrive pas, qu'on commence à distinguer en premier plan, et puis en arrière-plan, j'ai des semis comme qu'on va voir par la suite. Et puis très vite, en fait, cette présence de pieux de bouchot a beaucoup intrigué. Alors ça a beaucoup jasé. Hein. Langueux, c'est un gros bourg de 6000 habitants, donc c'est pas le genre de choses qu'ils voient tous les jours. Le photographe de la commune a commencé à prendre des photos des pieux de bouchot, et puis il les a mis sur les cartes de vœux de la commune, et ça a été aussi une manière justement de se servir de cette esthétique un peu singulière de ces pieux de bouchot réutilisés pour marquer l'empreinte et la singularité de ce parc. Sur la partie semis, en fait, l'objectif était aussi d'expérimenter à travers différents paillages comment se comporteraient justement les semis, sur quel type de paillage les arbres se développeraient le mieux. Donc ça, c'est aussi important, c'est de se dire profitons du projet pour expérimenter. Alors, pour ça, il faut avoir une grande connivence avec le maire et ses services, donc avoir une pleine confiance, parce que, comme vous le savez, l'expérimentation, des fois elle marche et des fois elle marche pas. Et donc, c'est un risque qui doit être partagé et accepté d'être partagé, parce que justement, on n'entre pas dans le cadre classique des assurances dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie de résultat. Il y a des garanties d'objectifs, mais pas de résultats. Et donc, c'est un peu, on peut pas baisser les. Non, vous voyez bien? Ça va? Oui. Et donc vous voyez donc la première année d'ouverture au public, ma forêt de pins, donc il faut avoir beaucoup d'imagination, et quand les habitants de Langueux se promenaient et qu'on leur parlait de la forêt de pins, ils se demandaient si on se moquait de nous ou pas, si on se moquait d'eux ou pas. Autre chose que j'ai expérimenté dans ce parc, c'était l'avantage de vraiment être très très contraint sur le budget, c'est que ça permet de faire plein d'expérimentations. Et notamment celle de pas avoir à exporter la terre végétale. Hein, vous le découvrirez pour ceux qui vont faire du chantier plus tard. La terre végétale dans un projet, en tout cas en France, en Suisse c'est sûrement mieux organisé, mais en France la terre végétale, au début on en a toujours trop, à la fin on n'en a pas assez, et puis à la toute fin du chantier il en reste quand même à évacuer. Donc c'est vraiment un sujet particulier. Et donc là, l'objectif, notamment dans notre enjeu économique, c'était de garder la terre du site. Et donc, on l'a récupérée, et je me suis dit, l'avantage, c'est que le terrassement, ça coûte rien. Et puis, en faisant des terrassements d'au moins 1 mètre de haut, pas trop épais pour que la terre pourrisse pas, mais en faisant 1 mètre de haut, ça me fait gagner 1 mètre à mes jeunes arbres. Et donc, mes baliveaux qui font entre 2 mètres et 2 mètres 50 de haut, je leur ajoute 1 mètre quasi gratuitement. Et donc j'ai testé pour vous donc le fait de rehausser, hein, c'est comme les personnes qui mettent des chaussures à talons, j'ai en quelque sorte mis des chaussures à talons à mes arbres. Et alors avec des réussites diverses, je me suis rendu compte que ça marchait bien avec des arbres un peu costauds comme le frêne ou l'érable, et puis d'autres ont pas aimé les chaussures à talons. C'est vrai que ça peut des fois être inconfortable finalement. Autre technique aussi, qui est très utilisée en foresterie, c'est le fait de planter très dense. Ici, dans une station balnéaire, alors j'ai planté dense à la fois pour des questions de moyens, mais aussi parce qu'on est en situation très exposée. On est face au vent, donc c'est une station balnéaire en Bretagne, pas loin du Cap Fréhel pour ceux qui connaissent, et donc très exposé au vent, beaucoup de tempêtes, et notamment des vents marins qui sont avec des embruns et donc très corrosifs de par le sel qu'ils contiennent. Et donc je me suis dit, plantons très dense, les arbres vont s'auto-protéger entre eux, et puis il y en a qui finiront par dépérir, mais en tout cas pour les premières années, comme quand dans une forêt, en fait, ils vont se protéger mutuellement, jusqu'à ce qu'après il y en ait 1 ou 2 qui dominent par massif. Et donc ce qui permet aussi de voir que même sur un projet jeune, la densité de plantation permet aussi de parler de la présence. À défaut d'avoir la verticalité, on a la masse.
Alors bon, ça reste un peu ténu, hein, mais en tout cas, ça montre déjà une présence. Alors sur ce projet-là, c'était pas un projet tuteur, mais c'était un projet densité. Alors je vous ai parlé beaucoup d'arbres, mais dans tous les projets, il n'y a pas des arbres. Mais aussi, il y a d'autres effets de truchement qui sont partie intégrante notamment des dynamiques végétales. C'est tout simplement tout ce qui est système pré-réal. Alors ici, au moment du semis, et puis dès la première année, donc une explosion donc de bleuets. Alors bon, j'avais quand même des mélanges un peu spécifiques, mais qui montrent qu'on peut avoir justement en contrepoint, en attendant que les arbres poussent, des effets qui sont très spectaculaires avec d'autres types de végétaux qui sont des grands classiques aussi. Hein, donc, mais ce qui est intéressant aussi dans les systèmes de prairies, c'est que d'une année à l'autre ou d'une saison à l'autre, en fait, il y a une très grande diversité. On le voit ici, donc année 1, année 2. Donc vous voyez, c'est complètement différent. Année 2 en fin de printemps, alors que c'était année 1 en milieu de printemps. Et puis année 2 en fin d'été, donc là tout a grillé. Alors les élus préfèrent quand c'est jaune ou bleu, mais ça fait partie aussi de la vie d'une prairie que d'avoir aussi des esthétiques extrêmement variables d'une période de l'année à l'autre. Ici, on retourne donc dans ce parc du Grand Pré et là aussi des systèmes de prairies. Alors on a eu une prairie qui a eu beaucoup de mal à décoller. Première année rien, deuxième année rien et troisième année explosion de marguerites. Alors ça a été l'occasion de faire la fête et la commune a organisé une fête avec les enfants. Donc ça c'était plutôt sympathique. Et ce qui est intéressant, c'est que je montre régulièrement donc cette photo et notamment à mes étudiants. Et quand on va visiter le parc du Grand Pré, en général en fin février, début mars, ils sont très déçus. Alors c'est des étudiants urbanistes, hein, mais ils sont très déçus parce qu'ils voient pas le champ de marguerites, parce qu'ils ont pas aussi cette notion de temporalité saisonnière qu'on connaît tous en tant que paysagistes, même si on aimerait bien des fois avoir des saisonnalités plus importantes, enfin plus longues. Et puis, y a toujours les enfants, eux ils restent dans le parc, mais les marguerites ont disparu et puis on est en fin d'été et donc l'herbe a grillé. Je reviendrai ici sur le parc du Grand Pré qu'on a fait avec Jacques Coulon, donc qui était le premier parc public que j'ai eu l'occasion de faire en tant que maître d'œuvre. C'était juste avant en fait le parc du Grand Pré. Et on voit bien, là aussi, c'était un parc avec un budget très contraint. On avait planté là aussi très peu, avec des forces pas très importantes, parce que là aussi, on était sur des terrains totalement remblayés, très difficiles, où il fallait mieux privilégier des arbres jeunes pour qu'ils aient le temps de s'installer correctement, avec très peu de terre végétale. Et un travail d'amendement avec des organismes, des bactéries et notamment des systèmes de mélange de bactéries et d'algues. Et puis par contre, dès la première année, quelque chose de très spectaculaire au niveau donc des floraisons, de vivaces. Alors c'est vrai que j'utilise assez facilement les vivaces dans les projets depuis que j'ai commencé à travailler. Alors pourquoi ? Parce que pendant longtemps, tout ce qui est arbustes sont souvent massacrés dans l'entretien post-réalisation, et donc j'ai fini par arrêter de planter des arbustes pour pas qu'ils soient trop taillés de manière drastique. Et je constate avec plaisir que progressivement, il y a à nouveau des formations à l'attention des jardiniers, notamment des jardiniers dans les communes, pour ça s'appelle, il y a une association qui s'appelle les arbusticulteurs, je crois, pour justement sensibiliser les jardiniers pour qu'ils retrouvent les bonnes pratiques dans la taille des arbustes, parce que sinon, en tant que professionnel, si on plante pour que après ça soit taillé pas dans les règles de l'art, on préfère éviter. Autre exemple ici,
vous voyez là aussi des plantations d'arbres qui sont pas très grosses, mais justement un accompagnement avec des plantes vivaces qui vont donner quelque chose de très très exubérant, avec déjà des volumes qui peuvent être assez importants dès les toutes premières années. Ou ici, donc là aussi avec un arbre pas très très grand, mais quelque chose qui est déjà installé, luxuriant. C'est d'autant plus important qu'on est en pied d'immeuble habité, dans du logement social, et que c'est important aussi d'avoir un aspect très jardiné rapidement pour que les gens s'approprient aussi, se réapproprient le lieu et le projet. Ici, donc un aménagement où il n'y a pas un seul arbre, c'est un parvis devant un lycée, donc vous voyez, ça vous permet aussi en même temps de voir la diversité des échelles sur lesquelles on travaille. Donc un travail de vivace. Alors je précise, en 20 ans, j'ai dû poser 2 arrosages intégrés. Qui était parce que à chaque fois, dans ces 2 cas, j'étais sur des toitures végétalisées, mais des aménagements comme ceux que vous avez vus jusqu'à présent, il n'y a aucun arrosage intégré, ni une fois réceptionné, ni pendant le chantier. Voilà, si on a la bonne gamme, alors c'est pas que je trisse, c'est que je bénéficie dans la plupart de mes projets qui sont en Bretagne du fait d'avoir un climat très océanique et que ce genre d'expérience, ce mode de plantation peut se faire assez facilement sans arrosage intégré, ce qui n'est pas tout à fait la même chose en climat méditerranéen. Autre aspect aussi qui m'a été montré à l'observation dans les différents projets sur lesquels j'ai pu travailler, et là on revient sur le parc de la Seille à Metz au moment de l'inauguration. Donc vous voyez, les pelouses étaient à peine sorties. Par contre, ce qu'on constate au premier plan au bord de la rivière, c'est qu'il y a déjà plein de roseaux qui se sont installés, et ce sont pas des roseaux que nous avons installés. Et dans le marché, on avait on avait prévu des quantités de végétaux de bord d'eau semi-aquatiques, et en fait, on s'est rendu compte que en milieu semi-aquatique et aquatique, la végétation naturelle s'installe très très vite, colonise très vite, et finalement, on n'a quasiment pas utilisé notre budget plantes aquatiques et semi-aquatiques. Et donc, j'ai eu la chance de faire ce parc donc au tout début des années 2000, donc il y a maintenant une quinzaine d'années. Et donc, ça m'a aussi servi de bonne expérience pour les projets à venir, c'est-à-dire que maintenant, dès que j'ai un projet au bord d'un ruisseau, je prévois quasiment pas de plantation basse, enfin herbacée, parce que je sais que ça va venir tout seul, et c'est toujours ça d'économiser dans le projet pour faire d'investir, on va dire, mon économie de chantier ailleurs. Ici, donc, sur le parc du Grand Pré que j'ai réalisé juste après, donc le parc de Metz, j'ai laissé le fossé d'adduction d'eau du ruisseau vers le bassin se coloniser tout seul, et en quelques mois, on avait une magnifique cressonnière naturelle. Ici, on revient au parc à Chartres. Parce que sur la question de l'eau, on n'a pas toujours l'opportunité de faire un parc au bord de l'eau. Par contre, c'est très fréquent qu'on a des bassins de rétention dans les projets qu'on conçoit. Et donc c'est l'occasion, à travers ici le bassin de rétention donc qui est dans le parc à Chartres, de voir justement comment en quelques mois, après le chantier, quand on a branché les vannes vers le bassin de rétention, comment là aussi très vite ça s'installe tout seul, tant d'ailleurs la flore que la faune. Ça c'est vraiment intéressant. C'est intéressant, on le voit ici avec même à la fin de l'été où partout ailleurs l'herbe est sèche, et on voit comment en fait les massettes commencent à dominer. Alors ce qui est très intéressant dans les bassins de rétention, c'est que en phase d'étude, la plupart du temps, les élus sont plutôt inquiets en disant on va avoir un bassin de rétention, ça risque d'être dangereux, il risque d'avoir des noyades, ça va pas être propre, enfin bon, ça leur pose problème.
Une fois le bassin en eau, ils sont ravis et ils le perçoivent non plus comme un bassin de rétention qui est capable d'être sec de temps en temps, mais comme un bassin, une mare au canard. Et alors là, se pose le problème, c'est que ils trouvent que ça se végétalise trop vite et qu'on voit plus l'eau. Donc c'est intéressant aussi de voir comment, au cours de la vie d'un projet, en fait, le regard change. Pour ceux qui sont destinataires de cet aménagement, où en fait ces regards changeants peuvent entraîner justement parfois même des malentendus, parce que quand la végétation pousse bien dans un bassin de rétention, c'est que la végétation a plein à manger et qu'elle fait son rôle, elle joue pleinement son rôle épurateur. Alors je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, ça y est, on a découvert l'environnement, la biodiversité et l'écologie. Alors ça marche bien sur le papier, mais quand les plantes envahissent le bassin de rétention pour jouer leur rôle épurateur, ça plaît moins aux services techniques et aux élus. Donc vous voyez, il y a un gros travail de pédagogie à faire entre l'intention et l'esthétique qui se développe sur ces espaces-là. Un dernier aspect dans la phase du projet, dans le projet, c'est la question du matériau de la pierre. Alors, on avait commencé à Metz à travailler avec des gros enrochements. Alors pourquoi ? Parce que qu'il y a un truc qui est génial dans la pierre naturelle comme ça, brute de carrière, c'est que ça coûte rien du tout. Je vous montrerai d'autres photos après. En France, en tout cas, de la pierre, même du rebut de carrière, on l'achète entre 1 et 2 euros la tonne. Alors, d'accord, ça pèse lourd, mais ce qui va coûter le plus cher, c'est le camion pour transporter la pierre, mais la pierre coûte rien en elle-même. Et puis on peut avoir justement des effets très spectaculaires dès le départ, alors qui pour le coup vont être pérennes. Hein. Alors je me souviens pendant le chantier, l'ouvrier qui mettait en place les pierres, on l'avait surnommé Obélix. Et puis quand à Metz ils ont su que j'allais en Bretagne, ils se sont dit oh là là, mais leur plancher en fait elle nous a construit des menhirs dans l'est de la France. Et je leur ai quand même rappelé que la région de France où il y a le plus de menhirs et de dolmens, c'est pas la Bretagne, c'est le Massif central, c'est la Lozère. Donc je sais pas s'il y a des gens qui viennent de Lozère, mais voilà. Là aussi, il faut savoir battre en brèche certaines idées reçues. Et pour revenir à la Bretagne, alors ici on est sur la côte de Granit Rose, hein, c'est des paysages naturels très emblématiques. Alors le granit est donc dans cette tonalité qui est assez surprenante, et puis on a des paysages de chaos granitique naturel vraiment très spectaculaires, hein, c'est très touristique. Je précise, on est juste à côté de l'île de Bréhat. L'île de Bréhat, en France, ça a été le premier site naturel classé en France en 1906. Donc c'est peut-être pas par hasard, justement, mais la roche, elle exprime justement quelque chose de très puissant dans le paysage. Et ça me semble important quand on peut, de pouvoir l'utiliser. Alors c'est un exercice extrêmement délicat. Parce que les roches, elles paraissent grosses quand on va les chercher en carrière, et puis après, une fois dans l'aménagement, elles paraissent toujours plus petites que ce qu'on avait prévu, parce que entre autres, ça pèse tellement lourd que c'est pas facile à manipuler. Et on n'a pas tout le temps la chance, comme sur la côte de Granit Rose, d'avoir des caots de granit soit à disposition dans le jardin, voire à côté de la maison ou à côté de l'aménagement. Et là aussi, bien que ce soit un matériau qui n'est pas du végétal, j'ai remarqué que c'est plus facilement des paysagistes qui se lancent dans l'aventure des gros cailloux, des rochers, que nos amis et confrères architectes ou urbanistes, en tout cas en France. Et puis la visite de carrière de Pierre, c'est vraiment quelque chose de magique. J'ai souvenir que lorsque j'étais étudiante, Gilles Wexlar nous avait fait une conférence où il nous montrait sa visite des carrières de marbre en Italie. Alors on va dire, les carrières de marbre sont écologiquement incorrectes, mais paysagèrement parlant, très spectaculaires. C'est-à-dire qu'on a des rivières de lait, hein, comme dans l'Éden qui coule, mais c'est pas forcément très très bien pour les poissons, mais ça reste très spectaculaire, et on a de la neige qui n'est pas froide aux alentours de Carrare.
Donc ici, dans une carrière donc de granit rose, et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on a une inversion qui se crée dans le paysage lu, c'est-à-dire que on a un paysage naturel en surface que vous voyez en haut avec l'érosion naturelle, les chaos et puis la végétation, et puis plus on descend, plus ça devient géométrique, et au fond du puits, au fond du puits de la mine, en fait, on a l'impression d'être dans les pyramides égyptiennes. Et donc, comme j'avais un projet à Lannion qui est à 10 km de ces fameuses carrières de Perros-Guirec, du coup, j'ai acheté un peu de cailloux, mais comme vous le voyez, ils sont beaucoup plus petits, mais ils font la joie des lycéens qui s'assoient dessus. Alors là aussi, c'est intéressant, c'est que le jour de la rentrée, j'ai eu un coup de fil du proviseur qui s'inquiétait tout d'un coup parce qu'il y avait des parents d'élèves qui s'inquiétaient du risque de dangerosité de ces rochers. Et puis, en fait, au bout d'une semaine, tout s'est tassé parce que je pense que les étudiants étaient tellement contents qu'il y a dû y avoir des discussions argumentées à la maison sur les étudiants en fait qui aimaient bien s'asseoir sur les cailloux. Et donc devant ce lycée, j'ai eu l'occasion sur ce lycée de faire d'abord une cour intérieure, enfin de restaurer une cour intérieure, et puis après de travailler sur le parvis très fleuri que vous avez vu tout à l'heure. Et donc je m'en suis servi donc de ces chaos de granit rose, ils servent à la fois pour protéger les massifs, ils servent de paillage, et puis ils servent d'assise. Et donc du coup, j'essaye de faire du 2 voire du 3 en 1 pour éviter aussi des surenchères de matériaux, de mobilier. Et donc on a une unité assez forte dans l'aménagement. Et ces rochers, en fait, c'est ce qui je trouve aussi magique, c'est que lors d'un chantier, en fait, c'est pas n'importe qui, en fait, dans les ouvriers qui manipulent ces chaos. Ça demande une grande dextérité. Les pelleteurs qui travaillent sur les enrochements, en fait, c'est des gens qui ont un très grand savoir-faire. C'est eux qu'on retrouve parfois à faire des concours justement de manipulation de choses très fragiles avec le godet de leur pelleteuse, parce qu'il y a un vrai savoir-faire, parce que finalement savoir positionner des rochers, c'est un art que nous ne maîtrisons pas ou difficilement, et que savent très bien faire donc ces professionnels. Et donc ici, j'ai demandé aux pelleteurs qu'ils puissent me faire un chemin avec des rochers. Alors l'inspiration initiale, j'ai passé mon enfance en pays méditerranéen, enfin dans le sud de la France, et pas loin de chez moi, on allait assez régulièrement se promener sur une ancienne voie romaine. Et la plupart des voies romaines, justement, sont très spectaculaires pour ça. C'est qu'elles sont faites avec des très grosses pierres et donc qui donnent comme ça une présence très singulière au cheminement. Je voudrais maintenant aborder la question du chantier et du spectacle de la transformation. Alors j'en parle avec d'autant plus d'émotion que j'arrive au bout de 22 ans de métier. Je suis amenée peut-être à devoir quitter un peu mes chantiers, à déléguer cette responsabilité aux personnes qui travaillent avec moi, alors que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que justement c'est un temps très particulier et c'est un spectacle très égoïste, un spectacle que ne voient la plupart du temps que les gens justement qui sont sur le chantier. Et ce qui est magique dans le moment du chantier, c'est que on arrive à prendre des photos de moments très éphémères. On est assez proche du land art où il y a des moments fugaces qui sont très beaux et qu'on ne verra plus dans une fois l'aménagement terminé. Et c'est tout simplement déjà les clôtures de chantier. Alors ici, c'est pas du tout un aménagement que j'ai fait. Il se trouve qu'une année, en allant en vacances en Suisse,
je suis passée par Besançon et c'était au moment où ils étaient en train de réaliser le tramway. Et donc, on a fait escale à Besançon avec mon ami et on s'est retrouvés dans un grand parc avec tout un tas de barrières roses. Et c'était vraiment, là aussi, très spectaculaire. Donc, je trouve ça intéressant dans le temps du chantier, la question à la fois de la palissade du chantier et de la protection. Et comment tout d'un coup dans la ville on a un projet éphémère qui donne une présence vraiment très très singulière. Toujours à Besançon, donc je suis arrivée en plein dans le chantier, mais en plus sur la citadelle était en chantier. Alors l'architecte qui restaure la citadelle a bien marqué sur ses palissades que de toute façon elle est en chantier perpétuel. Donc du coup on a souvent des palissades sur la forteresse de Besançon. Et donc bon, pour vous montrer des exemples de palissades qui participent justement à l'intérêt pédagogique de l'aménagement, mais qui sont un vrai projet en soi. Alors quand j'ai commencé dans le métier, c'était quelque chose qui a été assez peu développé, le travail sur les palissades de chantier, et qui ces dernières années, c'est vraiment, je dirais pas quasi généralisé, mais presque. C'est vraiment, en tout cas dans les projets urbains, quelque chose qui est très très développé. Et puis, dans le cadre du réaménagement d'anciennes papeteries, en plein centre Bretagne, dans un coin très très rural, eh bien moi aussi j'ai eu envie d'expérimenter la question donc du chantier. Et ces papeteries, alors je développerai pas le projet, mais c'était une papeterie qui avait une grande renommée en Bretagne parce que c'est cette papeterie qui fabriquait tous les cahiers pour les écoliers, c'est-à-dire que tous les écoliers bretons jusqu'au début des années 60 ont tous écrit leurs premières phrases et leurs premières lettres sur ces cahiers. Et donc elles étaient tombées en ruine et on m'a appelé pour la commande officielle était de dépolluer et puis de conforter les ruines, enfin de mettre en sécurité, et puis on a développé un projet paysager, mais ça je passerai dessus. Mais pourquoi avoir travaillé justement ce temps de la palissade de chantier? C'est que en analysant le site, je me suis rendu compte qu'il y avait des anciens ouvriers qui, depuis les années 60 et jusque j'ai eu ce projet dans les années 2000-2004, depuis les années 60, continuaient tous les jours à revenir sur le site où ils avaient travaillé. Et je me suis dit que il y avait pendant le temps du chantier, on allait leur retirer leur objet de promenade et qu'il fallait pouvoir leur restituer quelque chose en attendant de pouvoir réouvrir le site. Et donc, on a travaillé donc à la fois sur la facture de la palissade et avec des artistes qui ont à la fois travaillé sur la mémoire, en exposant leurs travaux sur la palissade de chantier. Et puis on avait aussi un aquarelliste, un artiste aquarelliste qui, lui, allait sur le chantier, représentait ce qui se passait à l'intérieur du chantier, et puis accrocher en fait des reproductions de grands panneaux, comme on le voit ici, de ce qu'il voyait lui à l'intérieur du chantier. Donc ça permettait justement de voir, de faire patienter en attendant de pouvoir réinvestir le site. Et puis, avec la palissade, se pose plus généralement la question de la protection. Et j'ai un chantier qui commence, et puis récemment, l'entreprise, donc j'avais fait un descriptif de ce que je voulais faire, donc protéger les arbres, tant les troncs et puis les racines. Et puis l'entrepreneur m'a envoyé cette photo en me disant ça va, est-ce que j'ai bien protégé? Et j'ai trouvé la photo très belle, et je me suis dit que lui aussi il avait un certain talent d'artiste, et voilà, ça fait très plaisir quand on reçoit une photo comme ça de la part de l'entreprise sur le chantier, en se disant ben voilà, rien que son travail d'implantation, rien que cette protection. Puis j'ai bien vu que vous aussi, étudiants, vous servez de ces matériaux pour investir les lieux. Et donc c'est intéressant de voir comment, avec des matériaux qui sont aussi dans l'éphémère, on arrive à avoir des choses qui sont très puissantes visuellement. Elles sont très puissantes aussi pour des enjeux de sécurité, mais on voit comment ça peut aussi inspirer l'imaginaire. Dans le chantier, il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est le moment des terrassements.
je sais que beaucoup d'enfants, quand ils voient les engins de chantier, après ils disent à leurs parents qu'ils ont envie d'être comme le monsieur qui conduit le gros engin sur le chantier. J'ai à la chance on m'a offert une petite pelleteuse en modèle réduit qui fascine toujours quand les gens viennent me voir. Et je pense que ça fait partie aussi du sens commun, ce plaisir à voir la terre qui foisonne, l'odeur particulière, même en centre-ville. Ça, c'est intéressant de voir que tout d'un coup, sous le bitume, ou quand on fait un trou pour construire un nouvel immeuble, tout d'un coup, on découvre de la terre au sens un peu générique, mais qu'il y a quelque chose de très presque animal qu'on retrouve donc dans le fait de creuser, de manipuler la terre. Et puis, ce qui est intéressant, là, on est avec de l'argile, donc on arrive à avoir de manière éphémère un talus vertical, mais quand je vois ça, je commence à m'évader, et puis ça me fait penser à un canyon. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir comment même dans ces états très provisoires du chantier, on arrive à déployer l'imaginaire et se dire peut-être qu'un jour je ferai un projet avec que de la terre, sans planter, et que je restituerai à une autre échelle le Grand Canyon dans un aménagement. Un moment aussi très singulier, ici on a, dans le cadre de l'aménagement d'un nouveau quartier, en consultant les cartes anciennes, je me suis rendu compte qu'on avait un ruisseau busé, donc j'ai proposé que dans le cadre du parc qui est au cœur de ce nouveau quartier, on puisse débuser le ruisseau. Et voilà, la première, c'est comme un enfant qui renaît, qui naît plutôt, ce ruisseau qu'on vient de remettre à ciel ouvert, qui est encore dans la terre, et puis donc l'eau qui commence justement à refléter tout ce travail de remodelage qui redonne une dimension paysagère très très rapidement dans le projet d'aménagement. Un autre endroit dans ce parc où on a travaillé donc vous voyez donc avant que le ruisseau coule à nouveau, et puis très peu de temps après donc la végétation, l'herbe qui commence à s'installer, et le ruisseau qui commence à prendre ses marques. Alors je vais revenir à l'affiche. L'affiche du Grand Pré, en fait, je vous ai montré une fois l'aménagement réalisé, mais ce qu'on voit, pourquoi j'ai choisi cette photo, c'est que en fait, c'était un moment très fugace du chantier. En plus, j'avais de la chance ce jour-là. On avait un ciel en même temps très typique en Bretagne, des ciels gris, mais en même temps beaucoup de lumière. Et ma forêt de pins, même si elle n'était pas encore très présente, il y avait quelque chose de vraiment très très puissant sur cet espace-là. Autre moment dans le chantier, dans un autre chantier que je viens de terminer à Alençon, un travail qui mêle végétal et minéral dans une grande pelouse. Je vous passerai les détails, et le côté extrêmement puissant là aussi de ce moment avant que l'herbe ait poussé, où en fait j'ai souvent le regret que l'herbe pousse. Alors je devrais pas le dire, mais je trouve que il y a quelque chose de très très fort aussi, qui est assez proche finalement des champs agricoles au moment des labours, où en fait tout d'un coup la terre à nu, elle raconte un autre paysage. Et donc ces moments-là, ils sont très éphémères, parce que j'ai déjà rencontré un élu qui a accepté de semer des arbres, mais j'en ai pas encore rencontré un qui accepte de laisser la terre à nu ad vitam aeternam. Des moments un peu singuliers dans le projet. Alors, quand il y a des choses un peu spectaculaires, comme ici la pose de la passerelle sur ce projet à Alençon que je viens de terminer, c'est sûr que comme c'est un convoi exceptionnel, c'est un gros ouvrage, il a une 30aine de mètres de portée, donc du coup ces moments-là, les élus s'en emparent assez facilement, justement pour communiquer et pour faire un événement dans le cadre du chantier.
Et puis, des fois, ils s'en servent même pour faire leur carte de vœux. Donc, j'étais très contente qu'ils se servent d'un élément du projet alors que le chantier n'était pas encore inauguré, mais pour souhaiter la bonne année avec la nouvelle passerelle encore en cours de réalisation. C'est ce qui s'est passé aussi au moment du parc du Grand Pré, où en fait, comme on avait un chantier qui était assez la complexité n'était pas dans la gestion technique des engins de chantier. C'était assez facile de le faire visiter, et donc on s'était dit avec le maire que ça pourrait être bien de faire visiter le chantier. Sauf que quand on l'a visité, c'était au tout début, il y avait même pas encore la photo que je vous ai montrée dans l'affiche, et donc je me suis retrouvée à présenter le parc du Grand Pré dans quelque chose qui ressemblait plus au désert de Gobi qu'à un parc luxuriant. Donc il fallait avoir aussi beaucoup d'imagination pour les personnes qui visitaient le parc, en se disant que comme quand ceux qui attendent Godot, que l'avenir va être meilleur que la situation actuelle. Et puis j'étais relayée par d'autres élus qui eux aussi racontaient, là on est en plein sur l'espace de la Pinède, que à cet endroit il y aurait une Pinède. Donc c'est des exercices qui sont vraiment intéressants. Je sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France on nous parle beaucoup de la concertation avec les habitants. Et donc là aussi c'est un exercice qui est très intéressant que d'arriver à faire adhérer au projet. Et pour terminer, la dernière partie de mon exposé, sous forme de boutade, j'ai dit qu'il fallait retourner sur les lieux du crime. Je trouve que malheureusement, trop souvent, les aménagements qu'on réalise, ils sont publiés déjà juste quand ils viennent d'être terminés, donc pas forcément au moment le plus optimal. Et puis après, ils tombent dans l'oubli pour les revues. Pour beaucoup de gens, sauf pour ceux qui pratiquent nos aménagements de manière très quotidienne. Et pour nous, maîtres d'œuvre, c'est pas toujours évident de revenir justement sur les lieux du crime. Et je dois dire que c'est quelque chose de vraiment très important que de revenir justement sur les anciens chantiers pour en tirer une expérience. C'est-à-dire que en tant que professionnel de l'aménagement, on est toujours dans des démarches itératives où on a des idées, on les teste sur le terrain. On prend des risques plus ou moins importants, et puis après il faut aussi revenir pour voir justement si les plantations ont bien poussé, si les gens utilisent bien les lieux comme on avait prévu. On a souvent c'est plein de surprises. Alors c'est pas toujours évident. Par exemple, je reviens moins souvent à Metz parce que j'ai pas trop l'occasion de retravailler dans ce coin-là. Mais j'essaye, peut-être pas une fois par an, mais dès que l'occasion se présente, de revenir sur les endroits où j'ai pu faire des aménagements. Alors des fois, le retour d'expérience est cruel. Je viens de refondre mon site internet. J'avais avant une rubrique retour d'expérience où je parlais de comment avaient évolué les aménagements. Je savais que cette rubrique était très prisée par les gens qui venaient visiter mon site, et aussi par les élus, parce que des fois je disais des choses qui leur plaisaient pas beaucoup. Parfois ils étaient contents, mais en tout cas ils étaient très attentifs à justement ce retour d'expérience qui les concernait aussi. Et pour l'instant, il est pas remis, mais d'ici un mois, le retour d'expérience reviendra sur mon site internet. Alors, pour vous donner, tout simplement pour voir comment les arbres ont poussé. Alors, je sais que certains d'entre vous les ont vus après avoir grainé, mais donc on est parti ici, donc au moment du chantier, au tout début, fin hiver 2006, début 2007. La même année, on voit que au bout de 2-3 mois, l'herbe a colonisé. Alors, on voit pas les pins, mais on voit déjà que ça pousse. Et alors justement, quand on avait conçu ces parcelles d'expérimentation avec Agnès Souriceau, je lui avais dit, mais si les pins ils poussent pas, elle m'avait dit, t'inquiète pas, même si les pins ils poussent pas, il y aura toujours des choses qui vont pousser, même des arbres comme des bouleaux, des saules. Donc de toute façon, ça pousse. Donc c'était l'intérêt. Et
donc on voit en 2008, il y a surtout des genêts, des rumex, enfin il y a plein de choses qui poussent. Mais les pins sont encore timides. Alors sur certaines parcelles, on a commencé à pouvoir les compter. Alors c'était des bébés pins, donc on a compté les petits pins. Et chaque année, en fait, on se donnait rendez-vous avec les services de la ville, élus et services techniques. Et puis au mois de juin, on se fait un pique-nique et puis on compte les pins. Et donc c'est très sympathique. C'est aussi ça le retour d'expérience, c'est de se dire que quand justement le projet a créé beaucoup d'affectifs, eh bien on garde justement cette relation affective et on revient avec beaucoup de plaisir voir à la fois les techniciens, les élus, et puis c'est l'occasion d'échanger sur la manière dont le parc vit et leurs difficultés, leurs facilités, et puis aussi de rectifier le tir parce que quand on travaille, quand on manipule du vivant, c'est pas une science exacte. En 2011, donc vous voyez, dès 2011, ça commençait à déjà sérieusement prendre tournure. La même chose donc le long de la Grande Allée. Donc au tout début de la plantation, donc on voit quelques jeunes plants en première ligne et puis les semis à l'arrière où là pour l'instant c'est encore herbacé. En 2009, on commence à sentir qu'il se passe quelque chose entre les pieux. Et puis en 2014, eh bien les arbres, ils ont rattrapé les pieux. Alors, je suis revenue l'année dernière, en 2015, et la question qui se pose maintenant, c'est d'enlever les pieux de bouchot. Alors avec un petit pincement au cœur, parce que depuis 2006, tout le monde s'est habitué aux pieux de bouchot, et je dirais presque que c'est le projet éphémère qui a fini par remporter l'adhésion, je dirais pas au détriment du projet finalisé, mais qui a participé à l'image emblématique initiale du parc. Et puis, pour conclure, ce parc que je vous ai montré à Alençon, qui a fini par devenir vert, et puis les premiers découvreurs. Ici, c'est le jour de l'inauguration qui commence à s'amuser donc avec le parc. Voilà. Non, je suis très bavarde. Je vais vous laisser parler du coup. On va passer aux questions. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Pierre Lavaux, je suis paysagiste. Moi, je pense qu'on a bien compris votre réflexion sur la temporalité, qui est importante. On le voit bien à travers la forêt qui pousse, en particulier. Est-ce que vous pourriez nous parler juste un petit peu de la mémoire, justement, qui était la deuxième partie du titre, mémoire et temporalité, ce que vous aviez abordé à Paris, d'après ce que j'ai compris. Quels étaient les concepts qui étaient développés autour de ça? On est reparti pour 1h30 là, donc. Deux mots. Alors, je vais vous faire une réponse. Il se trouve que la conférence va bientôt être en ligne, donc vous pourrez la voir en vidéo sur le site de la Fédération française du paysage. Ça s'appelle Expérience de paysage. Et en plus, on est assez nombreux déjà. C'était Michel Pénat qui avait initié ce cycle de conférences. Donc je préfère vous laisser la découvrir en vidéo, mais très succinctement, ça m'a semblé important de parler d'un élément très présent dans la démarche française, enfin telle qu'on l'a appris à l'école du paysage, dans la démarche de conception sur la question mémorielle, enfin les questions mémorielles, à la fois justement comment la notion de trace, de mémoire, de palimpseste. Vous allez avoir bientôt Anne-Sylvie Bruel et Christophe Delmar qui vont venir. Je pense qu'ils vous parleront de l'idée de palimpseste. C'est un des premiers mots quand on était étudiant à l'école qu'on a appris, donc on se sentait savant. Très vite. Et
donc comment justement la mémoire, l'idée de mémoire peut être une source d'inspiration dans nos projets. Tous, on va explorer le super site internet de Géoportail, mais je crois que vous avez quelque chose d'au moins aussi spectaculaire sur Genève. Enfin, pour avoir travaillé une fois sur Genève, j'avais découvert on avait plein de cartes anciennes à disposition. Alors, faut pas que ça devienne la tarte à la crème non plus, mais en tout cas, c'est vrai que faire un parc et puis en oubliant qu'il y a un ruisseau qui est busé dessous parce qu'on n'a pas regardé les cartes anciennes, c'est vraiment s'empêcher de donner beaucoup de qualité à moindre frais. Donc déjà sur ces enjeux-là, c'est une façon aussi de se réapproprier les lieux, tant pour nous de nous approprier les lieux, de comprendre comment ils ont évolué, mais aussi pour les gens du cru, des fois de redécouvrir des choses. Là, en l'occurrence, le ruisseau, l'ancien ruisseau qui était busé, ils savaient qu'il y avait un collecteur, mais ils savaient pas que c'était un ancien ruisseau. Donc découvrir qu'un collecteur d'eau pluviale, c'est en fait un ruisseau, comme dans le parc du Grand Pré d'ailleurs, tout d'un coup ça change le regard tant des techniciens que des élus. Donc déjà dans mon propos, c'était comment justement ce travail sur l'histoire peut nourrir le projet. Sur la manière dont justement on décide d'évoquer certaines traces, quel choix on opère, qui peut différer d'un concepteur à un autre. Et j'avais évoqué ce travail très sensuel qu'on a avec les calques. Alors c'est plus difficile sur AutoCAD, mais quand on est aux premières esquisses, justement le côté translucide du calque fait que justement on décide à la main de faire apparaître certains contours et pas d'autres. Et donc on fait nous-mêmes ce travail un peu de palimpseste où on décide justement de faire des choix. Et ce travail aussi avec la lame de rasoir qui décide d'en effacer d'autres. Le travail du repentir aussi, j'ai découvert ce mot récemment. En fait, je faisais comme Monsieur Jourdain avec la prose, je faisais des repentirs avec mes calques sans en connaître le terme. Et c'est un architecte des monuments historiques qui m'a expliqué que ce que je faisais avec mes 30 ou 40 épaisseurs de calque sur certains endroits que j'avais du mal à régler, qui s'appelait tout simplement des repentirs. Sur ces aspects-là. Et puis, j'ai développé aussi la question de la mémoire culturelle et notamment la mémoire affective avec les lieux. J'en ai parlé à propos de ces anciennes papeteries. Là, je l'ai juste suggéré, mais on a fait un très gros travail là-dessus. C'est comment arriver dans nos projets à restituer la mémoire humaine. Et ça, c'est un exercice très difficile aussi. C'est un peu comme les cailloux, c'est que des fois, les meilleures intentions du monde se heurtent à un flop total. Et là-dessus, je reprendrai, je me souviens de Jacques Coulon qui disait souvent à propos de certains projets, une bassine d'eau salée n'a jamais remplacé la mer. Et c'est un peu l'écueil qu'on peut avoir en manipulant des cailloux trop petits ou des questions de mémoire mal digérées. C'est que il suffit pas de mettre des fleurs bleues pour évoquer l'eau. Voilà. Donc la difficulté de ce type d'exercice. J'en ai pas parlé sur la dernière image que vous voyez, mais sur ce parc à Alençon, en fait, c'était une ancienne institution religieuse qui formait les dentelières. Certains d'entre vous connaissent peut-être le Point d'Alençon. C'était une dentelle très très réputée. Et ce qui est intéressant dans la dentelle, c'est déjà que, en fait, ce sont des motifs foliaires et floraux qui inspirent. Donc, pour un paysagiste, ça résonne. Et puis, lorsque l'économie de la dentelle a périclité avec les dentelles mécaniques, les bonnes sœurs se sont reconverties en institutions pour sourds-muets. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que dans le travail de mémoire qui m'était demandé sur ce site, il y avait la volonté de marquer l'ancienne présence de la rivière. Ce que vous voyez là, en fait, toutes ces dalles, c'est là où passait la rivière de la Sarthe avant. Elle passait dans le site, alors qu'elle est actuellement à côté. Donc tout ce travail très abstrait, en fait, marque l'ancienne emprise de la rivière. Et il se trouve que à chaque fois qu'on visite les lieux, il y a des choses qui se passent, et notamment dans les rencontres. Et à chaque fois que je venais en repérage de sites, d'ailleurs au moment de l'appel d'offres, j'avais repéré qu'il y avait des adultes sourds-muets qui étaient tout le temps autour de cette ancienne institution. Et je me suis dit, si il y a des adultes sourds-muets qui sont là, alors que l'institution, ça fait déjà
presque une dizaine d'années qu'elle est partie, c'est que ce sont des anciens étudiants, enfin des anciens élèves, qui ont gardé un très bon souvenir des lieux pour eux aussi retourner, on va dire, sur les lieux du crime. Et je me suis dit que même si ça c'était pas dans le programme, c'était fondamental d'en parler et d'arriver à l'exprimer dans le projet. Alors c'est pas évident comment on peut parler des sourds-muets et c'est ce qu'a fait la différence avec les deux autres équipes contre qui j'étais en concurrence. C'est que la dentelle, bon, ça venait assez facilement. La Sarthe, c'était un élément du programme, mais les sourds-muets, je sais pas, le hasard a fait que j'étais là au bon moment à chaque fois. Et ça a beaucoup entré en résonance, hein, cette dimension affective. Et ça a été un élément fort du fait de retenir ma proposition, parce qu'elle était sur une proposition méthodologique, c'est-à-dire que j'avais rien dessiné. Et ça, je l'ai développé. L'institution existe toujours, mais alors elle est dans un endroit beaucoup moins poétique de la ville, dans la périphérie. Et donc j'ai travaillé avec les élèves et les professeurs, et on a moulé les 26 mains qui représentent l'alphabet en langage des signes. Et donc dans le site, on a les 26 mains de l'alphabet en langue française des signes, en bronze. Et donc on a même réussi, parce qu'il y a 4 signes qui sont articulés, donc on a réussi avec l'entreprise à faire des mains articulées. Et donc ce qui est rigolo, c'est que comme vous voyez la petite fille là qui saute, qui se fait sa propre marelle saute-mouton avec l'ancien lit de la Sarthe, eh bien ce qui est très rigolo maintenant, c'est que les gens en passant, ils s'essayent à reproduire en fait la langue des signes, enfin l'alphabet en langue des signes, et ça marche très bien. Et malheureusement, j'ai pas encore pris de photos, mais ça marche bien on va dire de 7 à 77 ans comme dans les pubs, et c'est très intéressant justement de pouvoir évoquer ces mémoires-là, et c'est pas, les sujets ne s'y prêtent pas toujours, quoi. Voilà. Par exemple, dans le Grand Pré, la question mémorielle n'a pas du tout été un élément moteur dans le projet. Stéphanie Perrochet, j'ai une question concernant les plans d'entretien ou plans de non-entretien. Est-ce que vous en faites Oui. Vous en faites des plans spéciaux? Oui. Comment vous formulez vos vœux? Alors, justement, si je prends le parc du Grand Pré, il se trouve que Langueux, la commune donc qui accueille ce parc, c'est une commune de maintenant 7000 habitants. Et ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec 12 hectares en plus à gérer. Donc c'était pas possible avec le mode de gestion préalable. Donc en parallèle pendant la phase étude, donc ils se sont formés à la gestion différenciée, et j'ai préparé un plan de gestion. Alors c'était très très intuitif. J'en avais déjà préparé un pour le parc de la Seille à Metz, qu'on avait recadré avec les services techniques, en mettant les différents lieux, le type d'action à mettre, tous les combien de temps, et grosso modo combien de temps ça pourrait prendre. Et aussi avec quel type d'engin. Et sur le Grand Pré, donc chaque année depuis 2007, donc du coup j'avais mis en place un tableur Excel pour la gestion. Et ce qui est intéressant, c'est que d'année en année, en fait, j'ai les chiffres. Chaque année, ils me les envoient, et on est en plus en phase décroissante. C'est-à-dire que les premières années, le tableau que j'avais fait était à peu près à quelques dizaines d'heures près par an, correspondait. Donc l'intuition féminine a des fois du bon. Et alors ce qui est intéressant maintenant, c'est que on est passé en dessous des je voudrais pas on est entre 8 et 900 heures par an. J'ai pas le chiffre là précis, je pourrais vous le donner, mais voilà, on est à entre 8 et 900 heures par an d'entretien, ce qui pour 12 hectares semble assez raisonnable. Alors les plans de gestion, je les fais dans mes projets. Après, ce qui se passe, c'est que toutes les communes ne s'en servent pas.
surtout sur les petites communes, en fait, des fois, par exemple en milieu rural, l'entretien, il est fait par des bénévoles qui sont souvent des personnes âgées, qui ont, on va dire, un savoir-faire très horticole, qui vont avoir envie de changer les vivaces pour les remplacer par des annuels, donc qui sont, on va dire, enfermés dans un certain type de savoir-faire et qui n'ont pas la réceptivité au changement. Si je vois à Sable d'Or, par exemple, j'ai encore des arbres qui, ça date de 2008, donc on est en 2016, 8 ans après, ont encore leur tuteur. Ça, je suis très étonnée de voir le nombre d'endroits où, en fait, les tuteurs sont encore là. C'est-à-dire que les jardiniers de la commune ne prennent même pas la peine d'enlever le tuteur de l'arbre. Alors ça va parce qu'en général je mets des lianes biodégradables, donc c'est pas très grave, ça étrangle pas l'arbre. Mais voilà, c'est ça fait partie des choses techniques où je demande à ce qu'on ait justement des liens qui soient biodégradables parce que je sais que c'est pas toujours changé. Et ça m'arrive aussi, là je viens de gagner une opération où la commande, c'est pas de changer complètement le jardin, mais c'est de proposer un plan de gestion, c'est-à-dire qu'ils vont faire en interne. Et l'objectif, justement, le plan de gestion doit permettre d'atteindre des objectifs de transformation, mais plutôt sur le mode gestion que sur le mode transformation avec changements radicaux du jour au lendemain. J'ai répondu ? Oui. D'autres questions ? Monsieur Daune. Moi, j'en ai deux concernant Langueux, lequel paillage a mieux réussi, ouais. Et le deuxième sur le bâtiment, si je ne m'abuse, qui est arrivé après, ouais. Et comment ça s'est passé, cette arrivée d'un bâtiment dans un parc. D'accord. Alors, on avait testé plusieurs paillages. Alors, de mémoire, on avait du gravier, le gravier qu'on utilise du 6-12 là, ce qu'on appelle de la paillette de lin, c'est-à-dire que quand on taille le lin, c'est les résidus en fait au-dessus c'est pas les écorces, mais les morceaux de fibres en fait qui sont pas utilisés pour fabriquer le tissu. Des chips de coco. Alors, vous avez tous vu les noix de coco fraîches, c'est une grosse coque et dans laquelle il y a la noix à l'intérieur. Et entre les deux, il y a une matière très fibreuse, très spongieuse. Et donc, c'est cette matière-là qu'on utilise beaucoup justement en agriculture, en culture hydroponique pour les tomates, dans les serres à tomates et les serres à fraises. C'est un très bon substrat, c'est une éponge naturelle et qui, contrairement justement à la laine de verre, est biodégradable. Enfin, c'est vraiment un matériau intéressant. On avait utilisé aussi comment ça s'appelle, des semis, avec un semis herbacé non concurrentiel, avec des mélanges genre sainfoin, luzerne. On a aussi eu des parcelles témoins, parce que quand on fait une expérimentation, eh bien, il faut avoir le test où on fait rien pour voir ce qui se passe. Et c'est tout, et ça fait déjà pas mal. Alors, si je reviens pour vous montrer, ici, l'effet Mikado, c'est simplement en fait le code couleur qui permet de se souvenir de ce qu'il y avait dessous. Parce qu'une fois que tout a poussé, on voit plus forcément le paillage. Donc le vert, c'est le semis, le semis donc d'herbacées non concurrentielles. Quand il y a rien, là on n'en voit pas, on voit que des poteaux intermédiaires. Mais quand il y a rien, c'est quand c'est une parcelle témoin. En blanc, comme ici, c'est le gravier. En jaune, c'est la paillette de lin. Et en rouge, c'est les chips de coco. Et ce qui a marché le mieux, donc c'est les chips de coco. Et ce qui a été le plus terrible, c'est la paillette de lin. En fait, la paillette de lin qu'on utilise assez facilement comme paillage pour des massifs plantés, même en ville, parce que c'est assez beau, c'est clair. En fait, très vite, ça fait une croûte. Alors, ça empêche les plantes de pousser, les adventices de pousser, mais ça, en fait, ça percole pas. Quand il pleut, ça fait aussi une croûte qui a tendance à être très imperméable. Et donc, ça a donné de très mauvais résultats sur les pins. Et par contre, les chips de coco, c'est vraiment le bonheur assuré pour les semis de pin. Parce que ça a fait une bonne rétention. C'est assez étonnant, en fait, cette alchimie qui s'est créée entre
entre ça, et puis après entre les pins et puis les chips de coco. Et après, le gravier et semis de ligneux, c'était mi-figue, mi-raisin. Ça pousse. En fait, c'est vrai que ça pousse. Seulement, la densité est plus ou moins importante. Pour vous donner une idée, on avait calculé que par parcelle, au départ, on a à peu près 6000 graines. Et à la fin, on devrait avoir une dizaine d'arbres par parcelle, quoi. Si on laisse le processus naturel se faire. Voilà pour les... Je me suis trompée, en vert, on avait quelques jeunes plants, et c'est en bleu le semis non concurrentiel. Alors, en ce qui concerne le bâtiment, en fait, on a une salle de spectacle dans le parc qu'on va voir. Est-ce qu'on la distingue? Disons que on la voit peut-être, sur laquelle on la voit. On le voit en cours de construction, on voit la grue. En fait, une des singularités aussi de ce projet, c'est qu'on a conçu le parc, et dans l'équipe de maîtrise d'œuvre du parc, il y avait un architecte avec moi qui avait comme mission une mission de conseil pour positionner dans l'aménagement un futur équipement qui était cette salle de spectacle. C'est-à-dire que la plupart du temps, on prend un terrain, on aménage un bâtiment plus ou moins réussi, même parfois très réussi, et puis après on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire autour? Et là, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que les élus, aidés d'ailleurs par le Conseil en architecture, environnement et urbanisme des Côtes-d'Armor, a là aussi fait le pari de concevoir un parc dans lequel on ferait un concours d'architectes, et on dirait aux architectes, vous allez vous mettre là et vous devrez respecter certains alignements. Et donc l'expérience a été très réussie. Et donc tout ce travail de conception de grande masse volumétrique et d'intégration aussi des futurs parkings, parce que pour ce bâtiment, on a presque 400 places de stationnement. 400 places de stationnement, c'est quand même 1 hectare sur les 12. Donc là aussi, il faut se poser des questions techniques. C'est-à-dire que si c'est pour faire un parking de supermarché, c'est un peu dommage. Et fort de cette réussite, en fait, il y a 3 ou 4 ans, les élus m'ont rappelé en me disant voilà, dans le parc, on aimerait bien construire une crèche. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça va dénaturer le parc ou non? Je dis non, au contraire, faut que ça vive. Et puis c'est bien qu'il y ait des petits enfants qui puissent avoir comme cours de récréation, enfin même s'ils en crèche, ils sont vraiment tout petits, mais en tout cas qu'ils puissent bénéficier de cet environnement-là. Et donc on a construit la crèche. Enfin on a voté, enfin on a délibéré pour un projet d'architecture lors d'un concours, et on a un tout petit bâtiment en bois vachement bien dans une partie de la Pinède, justement à proximité d'un emplacement de parking qu'on avait fait et qui était destiné, qui était beaucoup plus proche du centre-bourg, qui servait moins justement pour la salle de spectacle, et donc ça permet aussi d'optimiser des fonctionnements. C'est aussi la vie dans le paysage. La plupart des parcs historiques ont été progressivement transformés, des fois en lotissement, en quartier d'habitation. Donc c'est intéressant aussi de se dire que le parc, c'est aussi parfois simplement la première étape avant l'urbanisation. Mais là, ça dépasse aussi souvent des échelles de temps très longues. Et peut-être que quand je commencerai à être en retraite, je visiterai des nouveaux quartiers dans les anciens parcs que j'ai fabriqués. Bonsoir. Une question à propos de la Pinay. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. À propos de la Pinay. Oui. Sur le mode de plantation. Vous avez dit à raison de 6000 graines par parcelle. Vous les avez semées à la volée ou bien les avez plantées une à une, les graines? Alors, je ne vais pas vous mentir, même si l'histoire est tentante. Non, je les ai pas semées. Je ne vais pas imiter Jean Giono avec l'homme qui plantait les arbres.
Et l'anecdote qui se rapporte à cette courte nouvelle, cette longue nouvelle ou ce court roman, mais je vous conseille de la lire. C'est un très beau roman qui se lit très vite. L'homme qui plantait les arbres de Jean Giono. Il raconte l'histoire d'un homme. Ça se passe vers Manosque, dans le sud-est de la France, qui passe toute sa vie à planter, à semer des arbres. Et puis un jour, justement, il est interrogé et il dit, il fait ça bénévolement. Et c'est écrit sous forme d'une interview un peu. Ça raconte l'histoire de cette personne. Et c'est tellement réaliste qu'un jour, une journaliste américaine est allée enquêter pour faire un papier sur ce monsieur dont parlait Jean Giono. Et en fait, elle a découvert la supercherie et elle était folle de rage et elle a accusé l'écrivain de tous les maux, alors qu'en fait, un romancier, il écrit des romans et donc elle l'a accusé d'avoir écrit un roman sur le mode documentaire. Donc voilà pour l'anecdote. Alors donc non, on n'a pas semé à la main les graines, ne serait-ce que parce que souvent les graines de pain, c'est des petites graines, donc il n'y a pas besoin de les planter une à une comme les poquets de chêne par exemple. Alors je sais pas l'autre paysagiste comment ont été plantées les graines, si c'était à la main ou mécanique. Donc là, en fait, on a semé à la volée, malgré tout, parce que ça reste un geste de semeur. On n'a pas souhaité que ce soit en hydroseeding parce que c'était des petites parcelles et il risquait d'y avoir des problèmes dans les mélanges. Et au moment donc du semis, on a fait venir plusieurs classes d'écoles de Langueux et les enfants ont participé au semis des graines. Alors, je pense que c'était plus théorique, c'était plus symbolique qu'autre chose. Je suis pas sûre qu'il y avait dans le seau il y avait beaucoup de graines, il y avait beaucoup de sable, mais c'était là aussi une façon d'impliquer les enfants de manière affective. Et puis maintenant, ils avaient dans les 4-5 ans, et donc maintenant ils en ont quasiment 10 de plus. Et donc quand ils retournent dans le parc, ils peuvent dire, moi j'ai semé des arbres dans le parc, par exemple. Donc, vous voyez, c'est aussi à travers ce travail-là qu'on peut aussi impliquer les gens sur du très long terme. On a fait ça aussi sur un autre projet sur une petite aire de repos censée accueillir les touristes. En fait, ça attire tout le monde sauf les touristes parce qu'on est trop proche de Dinard. Et là, j'ai travaillé avec une association qui s'occupe de sauvegarde de variétés anciennes de pommes. En Bretagne, on a à la fois de la pomme à couteau, la pomme à manger, et puis de la pomme à cidre. Et donc cette association promeut des vergers conservatoires partout où on lui propose d'intervenir. Et donc sur cette aire de repos, comme une aire d'autoroute en gros, j'ai planté des pommiers de Port-de-Greffe et là l'association après a fait un travail pédagogique avec les écoles du coin et les gamins ont greffé des variétés en écussonnage ou autre de variétés anciennes sur mes porte-greffes. Donc là aussi c'est l'occasion en fait d'avoir un travail pédagogique. Alors, ce qui est difficile, c'est que quand je reparle de ces expériences, en fait, ce que je trouve bien, c'est quand on le fait à la bonne franquette, comme on dit. Je ne sais pas si en Suisse on a une expression similaire. C'est que ça se fait de manière spontanée. On y met du cœur, et puis c'est pas contractuel. Donc, faut accepter le risque qu'il y ait quelques arbres qui prennent pas. Mais je vois en France, on commence de plus en plus en parlant à faire de la co-conception, de la co-construction avec les habitants. Et je trouve que autant j'apprécie quand c'est spontané et quand ça vient dans les discussions et qu'on échafaude le projet, le programme en fonction des singularités du projet, autant quand c'est demandé dès le départ dans la commande, je trouve que ça perd de sa fraîcheur. Mais ça, c'est un peu la difficulté de l'exercice, quoi. C'est que en plus certains projets se prêtent plus facilement que d'autres à ce travail d'échange, mais si on force le destin en obligeant à l'échange alors que le projet, la conception initiale ne s'y prête pas, je trouve que moi ça me met pas forcément très à l'aise, mais bon, ça c'est peut-être aussi un autre débat. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
sont épuisés. Oui, ils sont fatigués. Alors, si ce n'est pas le cas, on peut encore vous remercier. Et on vous donne rendez-vous le 10 mai avec Manon Wallenberger qui nous présentera son film Fin de Terre. Merci, bonne soirée.